Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchons le tigre. Pour cette série d'épisodes, l'association Terre et Terre m'a proposé de réaliser le portrait de 3 artistes de l'exposition Beauté étrange qui se déroule du 23 avril au 26 juin au Centre de céramique contemporaine de Giroussens. Trop bien, une telle opportunité, j'ai accepté direct. Et c'est comme ça que j'ai pu discuter avec des boss de la sculpture céramique contemporaine, Cartini Thomas, Marianne Castelli et Patrick Legrand. Cet épisode tire donc le portrait de Patrick. Artiste potier américain, il a débuté sa carrière à New York dans les années 70. Rien que ça, on est d'accord, ça fait rêver. Patrick a toujours vécu dans des grandes villes. Il est imprégné des lignes et silhouettes des vastes ensembles architecturaux. Cela se devine dans ses pièces, qui sont comme des tableaux ou des dessins de paysages urbains, mais en volume. Il travaille d'ailleurs comme un peintre, en composant ses propres palettes de formes et de couleurs de manière spontanée et expressive. Dans cet épisode, on a donc parlé avec Patrick de son premier atelier à Manhattan, de sociologie, de galères de cuisson, de Brad Pitt, et bien entendu de l'exposition Beauté étrange à Giroussens. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Et la première question que je pose aux céramistes que j'interviewe, c'est qu'ils racontent leur premier souvenir avec la terre, lié à l'argile. Honnêtement, le premier, j'ai aucun souvenir de première. Et c'est marrant parce que, mais j'ai un souvenir un objet que j'ai fait avec un émail un peu métallique que j'ai fait peut-être en école primaire, tu vois. Mais c'est pas formateur ou très important, mais j'ai un souvenir. Non, c'est plutôt à la fac à Columbia en 68. Hein. Donc c'est mon monde de révolution. C'était vraiment quelque chose qui m'a formé, et j'ai fait mes études. J'ai une licence en Sciences Po, et à cette époque j'ai tout fait, et la dernière année de licence, bon écoute, c'est fait. Je fais une thèse sur le mouvement syndical à Détroit, les ouvriers d'automobile. Ça me passionnait. J'ai grandi à Détroit, donc c'est un peu proche à moi, et mon père était impliqué un peu par l'acier. En fait, donc la dernière année, j'ai pris 3 cours dans la section d'art plastique. C'est un peu, même pas consciente, c'est juste quelque chose que j'aimais faire. Donc, j'ai toujours dessiné comme enfant, mais donc j'ai pris la sculpture, la céramique et la gravure. Voilà. Donc cette première expérience, c'est au milieu d'un moment très politique à New York et à Columbia. J'ai trouvé des ateliers de sculpture et de céramique. La céramique, c'est un monde. Je pense que moi, je découvre une sorte d'univers très protecteur presque. Donc ça c'est la première expérience que j'ai avec la Terre. Très vite, je suis devenu le technicien. Donc je passais 12 heures par jour, même plus. Et c'était du tour que tu faisais ou du modelage à ce moment? Moi, je voulais d'être plutôt potier, donc il y avait plein de tours. Et j'ai toujours le tour que j'avais, que le directeur de la section de céramique m'a offert pour mon diplôme. C'est un vieux Shimpo qui est comme un char, sur 110, donc j'ai un gros transfo, donc j'ai toujours le tour que j'avais à l'école de Beaux-Arts il y a 50 ans. Et voilà, donc non, mais j'ai appris ça, je suis un bon tourneur. Donc j'utilise toujours dans les pièces que je vais exposer à Giroussens. Ça veut dire que ton tour a traversé l'Atlantique?
Il t'a accompagné dans ton voyage? Et mes 2 fours aussi. Non, j'ai Okay. les fours que j'avais à New York, l'électricité à Manhattan. Moi, j'ai habité 18e rue et 5e avenue, et donc tout ça, c'est 208 volts. Et donc, je vais juste brancher mon atelier ici. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre tes études en sciences politiques et le choix que tu as fait de faire de la terre? Est-ce que le choix de devenir potier dans le New York des années 70, c'est un choix politique? Ce que j'ai fait pour mes études de Sciences Po, c'était vraiment de sociologie. Donc, je m'intéressais au mouvement syndical et tout ça. Et en fait, la disparition de métier. Donc, c'est un moment où, depuis un moment, et donc tout ça m'intéressait. Et l'idée de travailler la terre, d'être à l'époque, d'être potier, ça remplit un peu cet idéal d'ouvrier intellectuel, la possibilité de concevoir, de fabriquer et de vendre, de faire tout le cycle. Je dis, wow, c'est intéressant de un peu l'idéal d'être potier de village, sauf que mon village était New York City. Et en fait, mais c'est tous les céramistes savent que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, cette idée j'ai l'impression que j'étais dans la ligne, le mouvement de arts and crafts, et de Bauhaus, donc tout l'aspect social et historique. J'ai ce sens que j'étais dans ce mouvement. Mm-hmm. Bon, en plus, c'était après 68, hein, donc il y a un certain retour aux terres, tout ça. Okay. J'habite à Woodstock pendant 1 an, mais moi, c'était pas vraiment. Je suis vraiment un céramiste, un artiste potier urbain. Donc, je suis New-Yorkais parisien. Donc, et je pense que l'image de mon travail, c'est ça. C'est pas rustique, très rustique. L'idéal aussi, j'étais dans une section de céramique. L'école de Beaux-Arts à Columbia, il y en a 2, mais moi j'étais à Teachers College, qui était une partie c'est un autre collège dans l'université, avec une grande tradition d'art et d'art manuel pour les enseignants. Voilà. Donc, et cet atelier de céramique, c'était anglo-japonais, très lichien. Le poterie, le céramique idéal, c'était four à gaz, des émaux mat, marron. C'est toujours important pour moi. En fait, je regarde la poterie japonaise. Ça revient parfois dans l'atmosphère dans mes pièces. Je cite Oribe et Bizen. Tout ça, c'est partie vraiment de mon. Tout au long de ta carrière de céramiste, là, tu t'es formé, tu as fait des stages auprès d'autres céramistes. Comment ça s'est passé de New York des années 70 jusqu'à maintenant à Paris? C'est une longue histoire, mais j'ai un master, j'ai une licence en Sciences Po, un master de sculpture et sculpture and crafts. En fait, c'était un diplôme que j'aurais pu avoir à Columbia University. Et voilà, donc je suis lancé. C'est une époque, début des années 70, et c'était possible d'avoir un loft, une ancienne usine à Manhattan. C'est pas possible maintenant, mais à l'époque, pour presque rien, j'habitais et j'avais un atelier 18e Union Square, 18e rue entre Broadway et 5e avenue. C'est pas possible. Donc j'ai habité 25 ans dans ce loft. Je donnais des cours, j'enseignais. À la fin, j'enseignais à New York University, aussi à Chicago, à Nouveau-Mexique. Moi, j'ai toujours enseigné. Donc. Oui, je voyais ça. Effectivement, tu enseignes depuis un moment, en fait. Tu partages tes connaissances avec les étudiants. Oui, depuis le début. Mais à New York, j'avais vraiment un atelier de production. Donc, j'avais les assistants, on avait une série de vaisselle que j'ai vendu dans les petites galeries, dans les grands magasins. Partagé j'ai toujours enseigné, j'ai toujours avait un travail de recherche et aussi un travail alimentaire. J'essaie de
trouver un équilibre entre tout ça. Et tu n'as pas fait les beaux-arts, hein? J'ai enseigné, j'ai un master, donc j'ai un master de sculpture. Donc c'est une école de beaux-arts, mais c'est dans l'université. Oui. Le programme d'art plastique à Columbia. Il y en a deux. Donc ça me donnait le droit d'enseigner au niveau de l'université. Okay. Et j'ai enseigné à ENSA Limoges. Mais alors justement, d'où ma question. Toi, tu te situes comment? Tu t'identifies comment? Plutôt comme potier, comme céramiste, comme plasticien? Moi, j'ai jamais le mot plasticien américain. En fait, j'espère qu'avec mon accent, tout le monde va me comprendre. Mais oui, non, mais je dis céramiste parce que c'est assez particulier. Comment je l'ai dit avant? Si j'ai c'est un peu fausse modestie, bon, et je dis potier. Potier. Je suis pas vraiment potier. Mais par contre, de temps en temps, je fais des choses utilitaires pour mes amis. J'étais dans un expo dans un centre d'art à Fresnes, le MAC, une maison d'art contemporain. Le directeur m'a dit, chaque fois on a une expo d'un artiste, on fait une édition. Mais moi, j'ai fait une édition de tasses en porcelaine, tasses et soucoupes en porcelaine, très dessinées. Pour moi, en fait, même un vase, par exemple, ça peut être très sculptural. Donc, il y a quelques années, je travaillais dans une usine en Allemagne de porcelaine, et donc j'ai utilisé tous les moules et les assiettes. J'avais accès à tout dans l'usine, et donc là, c'était un moment de faire assez important l'édition d'assiettes dessinées avec juste cobalt en bleu, et après de faire des sculptures avec les moules. Moi, j'avais accès à une collection de moules, hectares de vieux moules, vieilles usines. Et voilà, donc, à ma manière de faire la sculpture avec la porcelaine qui est sortie. Et à quoi le dessin est important aussi dans ton travail? Moi, je pense que c'est très important. C'est vraiment un travail parallèle. Et cette histoire même de poterie, et le décor de la poterie, ça devient ce que je fais maintenant. Donc, le dessin, on peut parler de décor, mais en fait, pour moi, même c'était dessin. Donc, cette influence de la céramique japonaise, c'était très important. Et moi, je vois, c'est très, très lente, si c'est progrès, mais c'est l'évolution de mon travail. Ça commence avec simple, avec un décor multiple. C'est la facilité, ça comme décor, qui est devenu les grands plats qui étaient émaillés, mais qui étaient utilitaires dans un certain sens, et après qui est devenu en volume, et le volume devenu sculpture. C'est vraiment, c'est une sorte d'évolution très lente, mais en fait, mais ça, cet rapport avec le dessin, c'est à l'origine. Et ça, c'est le céramique, cette mélange de sculpture et peinture. Donc, je me sens toujours comment je travaille. Donc, pour moi, de donner un nom, un titre, ce que je fais, je fais la sculpture en céramique. Donc, c'est pas la sculpture dans le sens que toujours les principes de la sculpture sont volume, prise d'espace, poids, rapport avec nos corps et tout ça. Mais ça, c'est comme on dit si c'est sculpture ou pas. Mais quand même, c'est toujours des objets fidèles à un matériel. Hier, avec Cartini, on évoquait le fait que dans la culture anglo-saxonne, on ressentait moins ce cloisonnement qui pouvait exister entre le monde des plasticiens en France et les potiers. Hein. Souvent, les deux professions ne s'aiment pas trop. Alors que dans les cultures anglo-saxonnes, on avait l'impression c'était plus poreux, ça se rencontrait plus. Ouais, je pense que oui, mais c'est pas aussi joyeux que ça. Mais moi, en tant qu'artiste et céramiste américain, en fait,
mes modèles, en fait, les artistes que je regardais, avaient déjà fait cette rupture avec l'utilitaire. Il y avait tout ça vraiment dans l'atmosphère, ce que je fais. Et c'est pas aussi, en plus, c'est plus diffuse aux États-Unis. C'est un pays énorme avec côte est, côte ouest. Mais il y a une sorte de, même pour le Samick, il y a le Samick de New York ou la côte est, le Middle West, de Chicago et de Wisconsin. Et le côte ouest, c'était Vocus et Run-Eagle. Et il y a toute une autre esthétique et politique même. Mais très tôt, il y avait déjà cette sens que le Samick est un matériau comme d'autres, un matériau légitime de faire l'art. Non, mais c'est intéressant parce que ça c'est une vieille histoire, donc c'est déjà réglé il y a 50 ans. Moi, je pense à Vocus, Peter Vocus, par exemple. J'ai vu cette expo, il y a une grande expo à New York il y a peut-être 3-4 ans que j'ai vu, et j'avais oublié comment il était important pour moi et tous mes amis autour de moi. Cette sens à maître potier qui a fait cette rupture avec l'utilitaire et de faire la sculpture, tout en restant avec le symbolique de récipient, les grands jarres, les grandes. Il fait tout un travail en bronze aussi. Il fait une peinture qui était très expressionniste. Mais Vocus avait déjà fait son entourage et son école à Los Angeles avait déjà fait ce travail pour nous. Pour en revenir à tes formes, à ton travail, quelle thématique tu dirais aborder? C'est l'histoire de le drame de l'atelier. C'est pas narrative ce que je fais, mais c'est vraiment comme je travaille toujours. Je pense que ça va changer un peu, mais de remplir mon atelier avec des objets, des fragments, avec l'emploi de tous les outils de l'atelier islamique. Moi, j'ai des vieux extrudeurs. J'oublie le nom en français, mais extrudeur. Ah, les boudineuses. Non, c'est pas boudineuse, c'est bon, ça tourne, ça mélange le terme. C'est filière. Ah, une filière, oui, ok. Tout ça et mon vieux tour, mon vieux filière, c'est des moules en plâtre. Tout ça, ça m'intéresse. C'est un peu comme un dessin. Je fais un trait, je fais un geste. De là, ça commence d'avoir un certain sens, mais le sens, c'est une réponse à ce que je vois qui m'entoure, parce que j'habite dans les villes, et donc il y a des objets, en fait, comment dire, les scènes de la ville qui m'intéressent, qui se retrouvent dans mes sculptures, mais c'est vraiment un jeu de formes construites, presque retrouvées dans mon atelier. C'est de rassembler ça avec les outils de... Moi, ça me faisait beaucoup penser à du jeu, comme des formes ludiques qu'on viendrait former, des compositions qu'on viendrait créer. Est-ce que tu réfléchis comme ça en termes de compositions qui vont venir occuper l'espace? Non, parce que c'est vraiment une sorte de improvisation. Donc j'ai pas une image à la fin, et c'est le plus important pour moi, c'est d'être surpris. Ça, c'est le cadeau presque de travailler comme ça. Je suis pas seul, mais de commencer avec un geste, un morceau. Parfois, je commence. Il y a des contraintes avec la taille de mon four, le poids. Il y a toujours certaines contraintes. Même physiquement, le demande structurelle donne la forme aussi. Okay. Si je commence avec ce qui m'intéresse, c'est comment une pièce pose sur une table.
sur une surface. Donc c'est comme nous, comme les pieds. Est-ce que ça flotte, est-ce que c'est très lourd? Il y a cette sens. J'essaie de jouer avec cette idée. Donc parfois je commence avec les formes qui se posent sur une surface. Mais après c'est un jeu de construction et c'est là arrive le sens. S'il faut faire une béquille de soutenir une certaine forme qui m'intéresse, peut-être le béquille reste comme partie de la pièce finale. Et en plus, il y a cette idée de comment c'est terminé, toute cette série de Ikebana que j'expose pas à Girosens, mais il y a quelques années, j'ai fait des pièces où j'ai inséré des éléments un peu comme les fleurs. Donc moi, je dis Ikebana, mais l'art floral japonais, c'est pas intéressant pour moi, mais c'est cette idée de jouer avec. Parce que cette pièce au musée d'art moderne, j'ai installé pour l'expo, et il faut ajouter 8 éléments dans les interstices, dans les trous, dans les ouvertures de la pièce. Mais cette idée de continuer de travailler m'intéressait, et d'avoir aussi les sculptures qui étaient plus comme mes dessins, qui sont plus légers, d'ajouter des éléments qui sont plus fragiles. C'est une façon de. J'ai arrêté pour le moment de faire ça parce que c'est compliqué d'exposer. Souvent, je travaille la prochaine étape, le prochain travail, c'est d'améliorer ce qui précédait. Donc, cette idée d'avoir les pièces qui sont légères et un mouvement, j'essaie d'incorporer ça dans les pièces sans avoir ajouté. Moi, je vois, il y a une pièce Galileo que je vais montrer à Girosens, c'est avec même des petites billes dans une coupe. Donc, je vais ajouter ça à la fin. Donc, il y a toujours une façon d'améliorer, d'ajouter, de changer. Je fais des cuissons 4 fois, et même après, des cuissons de petit feu. Et donc, là, depuis quelques années, je me sens plutôt comme peintre aussi. Je suis pas peintre, mais je fais des dessins qui sont parallèles de cette processus. C'est intéressant. Ça veut dire que tu travailles de manière très très spontanée. Il n'y a pas forcément un dessin préparatoire avant, et tu crées au fur et à mesure que ta pièce elle avance dans les cuissons, dans l'application de l'émail. Ouais. Même cette idée, tout est construit. Je peux recuire et ajouter des pièces horizontales. L'image, je peux empiler. J'ai fait ça avec une sorte des grandes plaques en volume, mais c'est juste un plateau, donc je peux ajouter les choses après. Donc ça m'arrive. Mais il y a ce travail de biscuit, c'est presque comme une toile hier. Et après, ça devient un autre processus d'improvisation et de rester seul avec la pièce, en fait, et d'avoir une sorte de résonance des idées qui viennent. Parce que pour moi, c'est très concret, parce que c'est des objets que je fais moi-même, mais c'est pas figuratif, mais quand même c'est figuratif dans le sens que il y a une façon que la pièce reste debout, soutient un certain poids. C'est comme la métaphore d'un pot, l'intérieur et l'extérieur, une sorte de souffle de l'intérieur. Même le vocabulaire en français et en anglais, c'est un pied, les épaules, le bide, en fait, les lèvres, comme ça. Il y a toujours cette métaphore du corps avec le tri, et c'est vrai avec mes sculptures aussi. Mais aussi une sorte d'architecture aussi. Donc c'est comme urbain. J'habite à Bagnolet, banlieue parisien, et je prends le périph' d'aller à mon atelier à Saint-Denis, et tous les jours je vois le nouveau philharmonique de Jean Nouvel, et je regarde construit. Et donc il y a cette façon de construire, et en plus il y a une sorte de changement radical. Ça commence comme des blocs, et après ça devient plus organique, presque comme un avion. Donc ça, c'est
fait partie de ce que je vois. Et donc, moi, je vois dans les sculptures que j'ai fait dans cette période, il y a un sens d'architecture, de fabrication. Et la couleur, parce qu'elles sont très colorées, tes pièces. Comment est-ce que tu travailles la couleur? En fait, j'ai terminé 2 petites sculptures après 3 cuissons et cuisson de lustre. C'est bon, donc ça m'a surpris. Et j'ai une pièce que je suis en train de réfléchir. En fait, là, je fais un petit croquis, un dessin avec les idées. Parfois, c'est juste les formes qui me donnent une idée. C'est très intuitif, hein, mais c'est toujours progressif dans le sens que de faire un dessin, je fais un geste, et ça évoque quoi? Et donc, pour les couleurs, c'est le même sens. Ah oui, non, j'ai une forme c'est comme une sorte de tête, mais tordue. Donc, je voulais que ce soit beautiful white, belle blanche, comme ça. Et là, il y a 3 couleurs de terre. Donc, il y a une terre blanche, une terre noire, une terre cuite, comme une terre brique. Et donc, je vais garder cette couleur d'origine, mais transformée. Et je pensais de terre rouge qui était tournée, mais déformée. Je pensais aux poteries folkloriques. Il y avait un article que j'avais lu sur les islamistes noirs africains-américains aux États-Unis. Je pense qu'il y a une pièce en flamme de Dave the Potter. Mais il y a cette poterie des esclaves qui a un autre sens politique avec Astor Gates, qui est un sculpteur africain-américain, qui a une sorte de découvert ou mis en valeur cette potier. Gates lui-même tourne. Et donc donc pour quelque chose que j'ai fait même avant le confinement, j'avais des pièces qui traînent dans mon atelier que j'ai pas émaillées depuis 2 ans. Et donc j'avais pas cette sens de les jarres des esclaves, des jarres de poterie folklorique. Mais ça va trouver une place dans cette nouvelle pièce. Donc ça se voit pas forcément, mais en fait, c'est une idée qui donne cette impulsion de travailler certaines couleurs et certains. Ça reste un travail spontané en fait, comme pour la sculpture. En fait, ouais. Je pense comme un peintre, donc cette idée de couches de couleurs, de ratures, des erreurs, de refaire, de retravailler, de gratter, d'enlever. Tout ça, c'est très important. En tant que céramiste, je fais mes propres émaux. J'ai des carnets de 50 ans de recettes des émaux. Et donc, cette transformation d'utiliser les matériaux ici en France, tout ça donne une sorte de naissance aux surprises et des émaux qui sont les miens. Et après, en fait, j'achète plein de émaux. En fait, tous des émaux effets spéciaux et illustrés, métalliques et tout ça. Je fabrique pas. Je trafique ces émaux et je superpose, mais parfois c'est génial parce que c'est ce travail de sculpture, de modelage, de fabrication, avec la couleur, la peinture, le dessin ajouté. Parfois, je dessine sur les pièces. J'essaie d'avoir cette lien entre un travail sur papier, de dessiner, et la surface de ces pièces. Je vais colorier encore, et donc pour éviter cette idée de coloriage, j'essaie d'avoir de regarder la structure de rendre plus lisible. Parfois, c'est intéressant de confondre, de faire plus compliqué la forme. Mais moi, parfois, je veux avoir une autre lecture de forme que j'ai déjà fait. Donc ça, c'est une sorte de problématique ou un défi. Récemment, je pense d'avoir la couleur dans le terme même. Télescoper la partie fabrication et la partie
peinture. J'hésite de dire décor, mais d'ajouter la couleur. Dans les années 80, j'avais beaucoup de travail les engobes très colorés. Donc moi, j'avais cette idée d'abord d'avoir 3 couleurs de terre. Ça donne un autre sens, et aussi d'avoir les engobes même avant de les assembler. Donc je pense prochainement, c'est d'avoir la couleur déjà sur les pièces. Ça veut dire que tu expérimentes toujours? Tu fais toujours des recherches? Ah oui, non, mais sinon, c'est la mort. Non, mais écoute, mais ça c'est vraiment intéressant. Ça m'a fait sortir du lit le matin. Donc, et en plus, moi, je commence à voir, je vois pas mal d'autres artistes, d'autres céramistes, et j'ai l'impression que je commence à voir cette idée de collage et d'empilement des pièces colorées. Et à un moment, les gens me disent, ah ouais, c'est tellement américain ce que tu fais. Je sais pas, mais en fait, j'ai commencé, et j'arrivais il y a 30 ans quand même, j'avais 45 ans quand je suis arrivé, donc j'étais déjà bien formé, j'avais déjà une façon de travailler qui était liée avec ce que je voyais et mes amis à New York. Ça sort pas de nulle part. Vaucos et Rod Nagel, par exemple. J'ai même fait un stage avec Rod Nagel en 74. Donc cette idée de brutal et expressionniste et de Vaucos et de Nagel qui était une sorte de raffinement. Moi, j'ai un vieux four qui monte pas au-dessus de 150. Donc tout ça, c'est des faïences. J'avais travaillé dans les ateliers où j'ai fait un peu de grès. J'ai travaillé dans une usine où j'ai fait la porcelaine, mais c'est plutôt basse température, faïence. D'accord. Faïence, c'est plutôt raffiné, mais en anglais, c'est earthenware. Mais avec les diverses faïences qui existent, donc blanc, rouge, noir. Ok. Justement, là, ton atelier s'organise comment? Déjà, ton atelier n'est pas chez toi. Tu dis qu'il est à Saint-Denis? Non. J'ai un atelier à Saint-Denis. J'ai un atelier de 100 mètres carrés. C'est une sorte de local dans une cité. C'est génial. C'est très lumineux, c'est bien chauffé, et il y a place pour stockage. Non, mais moi, j'ai besoin de 100 mètres carrés. Je vais à une expo à La Borne l'été dernier, et tout ça, ça reste sur les tables. Donc, je vois un peu, comment dire. En plus, c'était le commissaire à La Borne choisit les pièces. Il y a jusqu'à 20 ans, donc j'ai une sorte de mélange de périodes. Donc ça reste, je vois ça tous les jours, donc ça m'aide d'avancer. Okay. Quel type de pièces on va voir à l'expo de Giroussens? Ils sont tous récents. Oui, le dernier expo, j'avais envoyé des pièces plus modestes, mais ces pièces sont à peu près la taille de mon four, 60 cm de haut. Les pièces récentes. Sans abri, Beaumarceau, Scout Honor. Non, j'ai les titres. J'essaie d'avoir des titres qui évoquent quelque chose qui, en fait, plutôt pour les archives. Donc, c'est d'avoir son titre numéro 6, son titre numéro 8. Mais j'ai une liste de titres qui me fait rire, que j'emploie de temps en temps. Non, en fait, toutes ces pièces sont des pièces qui sont multi-cuissons, donc beaucoup avec lustre. Cette pièce sans abri, j'ai donné ce titre, mais bien après. Mais je vois ici à Paris, en fait, quand il y a des gens sans abri, dès qu'ils sont expulsés, ils ont mis des gros rochers, presque, des grosses pierres, pour empêcher les gens de revenir. Et donc ça fait partie de mon
paysage urbain que je cite souvent. Et donc, il y a des rochers. Ouais. Donc, Et alors, ces rochers, pour les fabriquer, tu les tournes, tu les modèles, tu travailles au colombin? Plutôt des petites, c'est cassé, donc c'est de terre sèche cassée. Non, c'est pas, c'est des petites comme ça, juste une partie de décor. D'accord. Mais tes pièces, elles sont plutôt tournées, elles sont travaillées autour. Non, un élément, parfois c'est tourné. Est-ce que oui, dans cette pièce sans abri, il y a une pièce tournée, complètement écrasée, mais avec une sorte de rebord doré, avec les fleurs en faïence. Et les supports qui sont les extrusions passées par une filière. Et voilà. Comment est-ce que tu organises ta vie de céramiste aujourd'hui? C'est surtout par rapport à tes revenus. Comment est-ce que la céramique te fait vivre aujourd'hui? Ouais, ça me coûte toujours l'argent de travailler la terre. Non, mais je pense que j'ai perdu l'argent le dernier expo à Géosens, mais je suis enseignant, donc, et je vends mes sculptures de temps en temps. J'avais des pièces achetées par le Centre national d'art plastique il y a 2 ans. Moi, j'ai quelques collectionneurs fidèles et gentils, et passionnés. En France, j'étais prof, hein, donc j'ai enseigné d'abord INSA Limoges, les écoles municipales, Châteauroux, Saint-Denis. Maintenant, je donne des cours à Amiens. Il y a un centre d'art à Amiens, donc mes élèves c'est classique, les enfants le matin, des handicapés dans l'après-midi et les adultes le soir. Écoute, c'est toujours, je dis ça un peu légèrement, mais c'était toujours très important. Cette idée il n'y a pas de politique dans mon travail, mais s'il y a une politique, c'est de faire un travail bien, d'avoir le contrôle, l'indépendance. C'est une sorte de politique personnelle, mais donc au début c'était cette réaction de cette sens de le monde du travail. Pour moi, d'enseigner, c'est un beau travail. Et c'est pas pour tout le monde, mais je dis, c'est une sorte d'équilibre entre mon travail personnel et de travailler avec de transmettre, de partager. J'enseigne comme je respire presque. Voilà, je continue à faire ça. Ça me donne une certaine liberté aussi. Je vais toujours exposer. J'ai pas une galerie, moi, j'ai une sorte de galerie, mais j'expose dans les centres d'art, à Juvisy, à Fresnes. Oui, la Borne, c'est pas un centre d'art. Et oui. tu continues à exposer aux États-Unis également? J'ai exposé à Arizona il y a 2 ans. C'est le travail que j'ai fait il y a une très forte, il y a un musée et aussi un centre céramique. Arizona State University, donc je vais exposer là. Dans une autre université, Bennington, il y a 2 ans. Les petites expos, c'est plutôt invité par des amis. D'accord. Ça signifie que tu envoies tes pièces jusqu'aux États-Unis ou tu crées là-bas sur un temps de résidence? Ouais, pour le moment, je les envoie. Oh là là. C'est pas trop stressant? Non, mais j'ai un grand, j'emballe très très bien. Et non, j'envoie des sculptures. Est-ce que c'est pas des sculptures énormes? En fait, j'envoie des sculptures par la poste. Non, des cartons épais et double carton. Et non, il faut que je fasse la même chose pour Géosens. Il faut que je envoie des pièces à Géosens. Il y a 5 sculptures que je vais emballer. Non, mais cette fois, j'y vais. J'y vais pour l'expo, pour le vernissage. D'accord. Mais je rate pas pour rien. Oui, parce que Cartini me disait qu'elle était heureuse de te voir en vrai. Oui, oui. Oui, j'ai rencontré son mari, mais pas elle. D'accord. Et Marianne Castelli, tu la connaissais? Oui, oui. Mais par le monde de céramique. Moi, je suis sur la direction de Céramique 14, qui est
salon de céramique contemporaine et depuis quelques années, je fais partie de jury. Et je connais Marianne. Et en plus, j'ai vu son travail à Dieulefit. Moi, j'ai une maison, je travaille aussi j'ai une maison dans la gorge du Verdon. Donc, je travaille. C'est intéressant parce que c'est mes deux mondes. Je suis vraiment citadin, mais en fait, j'ai un atelier, une maison que j'ai acheté de folie il y a 30 ans. Mais maintenant, je suis 10 kilomètres de Moustier. Donc, mes amis, Daphne Corrigan et Jean Galvin et Jean-Nicolas Girard, donc ils sont tous je savais pas ça il y a 30 ans, mais maintenant je suis beaucoup de très bons amis et très bons artistes. Ok. Alors, on arrive presque à la fin. Dans le podcast, il y a une petite tradition, c'est les questions tu préfères. Je vais te faire deux propositions, il va falloir que tu choisisses celle que tu préfères. Alors, imagine Steven Spielberg a un projet de film. Il voudrait faire un film sur ta vie. Et alors, plus précisément, il voudrait faire un film sur ta jeunesse à New York dans les années 70, ta jeunesse de jeune potier. Et il a un budget énorme. Il peut même faire venir des acteurs morts. Et alors, toi, tu préférerais qui pour interpréter ton rôle, le rôle du jeune Patrick? Est-ce que tu préférerais que ce soit Brad Pitt? Brad Pitt qui, dans la réalité, est céramiste aussi. Il aime bien faire de la céramique. Ou alors, est-ce que tu aimerais que ce soit Patrick Swayze, version Ghost? Ça, c'est mes choix. C'est marrant parce que dans cette expo à Musée d'Art moderne, ils ont fait un petit clip de cette scène de Patrick Swayze. Et, ringard comme tout. Brad Pitt. C'est quoi ce film où il devient vieux, il commence un bébé, il devient vieux, il commence vieux et il devient de plus Benjamin Button, je crois. Ouais, Benjamin Button. Ouais. Comme ça, je vois Brad Pitt en Benjamin Button. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rêve de céramiste? De quoi tu as envie pour la suite de ta carrière? Le rêve, hein? Non, c'est une question parce qu'en fait, à mon âge, c'est une question que je pose des questions différemment. J'aurai 74 ans dans 2 semaines, mais moi j'ai des amis qui sont 10 ans plus que moi et ils sont pas tous bien, donc il faut faire des bons choix. Non, mais je pense que de continuer ce que je fais, mais avec plaisir. Moi, je m'intéresse beaucoup dans le métier, l'histoire de la céramique. Moi, je pense que en tant qu'artiste new-yorkais et parisien, c'est plutôt d'échapper les contraintes dans le monde de la céramique, toujours restant fidèle en fait à ça. Mais moi, je pense que c'est de accueillir avec plus d'ouverture toute cette histoire. Moi, j'avais une amie, Betty Woodman. C'était quelqu'un qui était important pour moi et c'est quelqu'un aussi qui a resté solidement dans les 2 camps si on a. L'idée, c'était il y a un camp. Il y a une possibilité d'être artiste et de pas penser, mais c'est quelqu'un qui a, réclamé son identité de céramiste, même avec les pièces du tourné et émaillées, donc c'est extrêmement riche. Voilà, donc moi je pense que pour moi c'est intéressant de rester fidèle à qui je suis, sans complexe. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.